C'est le roman le plus intime que j'ai eu à écrire dans la mesure où c'est une question qui me taraude depuis l'adolescence. J'ai un père qui est silencieux, qui est taiseux et qui n'a pas raconté sa vie. Donc nous avons une partie de sa vie uniquement par ma mère. Nous avons simplement un seul récit. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que les pères de l'immigration deviennent silencieux. Et en élargissant la problématique, je me suis rendu compte que c'est d'abord toute une génération de la seconde partie du XXe siècle, mais que même dans les provinces françaises, il y avait aussi ce type de problème. Donc la question c'est comment analyser ces silences familiaux, la question de l'affiliation, la question de la transmission, et ensuite comment on construit son propre récit, son identité, lorsque vous avez une part manquante du côté du père. En tant que chercheur, d'abord, je travaille sur les archives, sur les documents disponibles, pour essayer d'abord de comprendre une culture, une société, une période. Et ensuite, je suis allé sur le terrain pour interroger un certain nombre, je dirais, de Maghrébins, d'Africains qui ont travaillé dans les usines, dans les mines, dans les maraîchers. Et pour moi, c'était une manière de raconter un road trip de la mémoire, comment traverse un pays. Et en traversant ce pays, je découvre des zones géographiques, en tout cas une géographie du silence, puisque les mines n'existent plus, certains lieux dans lesquels ses parents ont travaillé n'existent plus, certains bâtiments dans lesquels ils ont vécu n'existent plus. Donc il n'y a plus, je dirais, de traces visibles. Et donc la question pour moi, c'est comment faire parler tous ces silences-là. Et donc j'ai essayé de construire ce roman comme une partition musicale, parce que d'abord ça commence par, je dirais, le concert de colonne de Keith Jarrett, et le lecteur découvrira pourquoi la place de la musique, la place du silence, je dirais, entre deux notes. Et dans la forme, j'ai essayé aussi de construire des ellipses spatiales, des ellipses temporelles, qui sont autant de silences, des non-dits, pour que le lecteur lui-même puisse imaginer. Donc c'est un texte où à la fois sur le fond, les silences, les différents types de silences, mais aussi comment dire le silence en littérature à travers la forme. Moi-même, j'avais écrit Ainsi parlait ma mère il y a quelques années. Et je termine en tout cas cette saga familiale par les silences des pères, parce que je pense qu'il y a besoin de réhabiliter peut-être pas la figure du père, mais la voix des pères, les voix des pères, qu'on puisse, je dirais, les entendre. Parce que on est parfois dans une société où on construit la figure du père. Et la figure du père est souvent construite soit par la société, soit simplement pour la mère. Et parfois cette figure-là vous empêche de pouvoir accéder à votre propre père. Et donc pour moi c'est simplement une question de reconnaissance, et comment on passe de cette invisibilisation des voix de ces pères taiseux, de ces pères silencieux, pour que leur voix puisse simplement faire partie des nombreux récits qui existent. Et effectivement, on a raconté beaucoup la mère, mais on a raconté très très peu les pères. Et quand on raconte les pères, on raconte souvent simplement la violence des pères. En tout cas, à l'intérieur du roman, il y a, je dirais, une tragédie, puisque le narrateur, qui s'appelle Amine, grand pianiste international, perd son propre frère. Et face à cette tragédie-là, il voit un père qui se tait, qui accepte le destin. Et donc, il y a un malentendu sur, je dirais, sur cet événement. Et voilà que le narrateur en veut à son père. Il en veut même au niveau de sa lâcheté. Donc il pense que son père a été lâche, qui ne s'est pas exprimé quand le fils est mort. Ensuite, la question de l'autorité, c'est une question qui est générale, parce qu'on ne peut pas poser la question de l'autorité des pères sans poser d'abord la question de l'autorité de l'enseignant, l'autorité des institutions. Donc on voit bien qu'il y a un effondrement, un éboulement d'une société dans laquelle où chacun va essayer de trouver sa place. Simplement, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas penser la question de l'autorité et de la présence des pères en termes de visibilité. Ils sont à d'autres endroits, dans d'autres espaces, au travail et ailleurs, où il y a une parole qui se dit. En tout cas, il y a un silence, mais ce silence est parlant, à condition qu'on aille et qu'on cherche à le décrypter. Oh, c'est inconscient. J'ai lu Albert Camus quand j'étais adolescent, et c'est vrai que l'étranger m'avait beaucoup marqué dans la philosophie de l'absurde qu'il proposait. Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'à partir du moment où Amine était en colère et fâché avec son père, il ne l'a pas vu pendant 22 ans,
Et il ne souhaitait pas du tout le voir à cause des drames, à cause de, je dirais, de ce qui a pu se passer. Et il revient au moment de sa mort et il le dit, il a fallu qu'il meure pour que je revienne. Mais sur la question de la toilette, je voulais quelque chose de l'intime, d'une rencontre entre un père et son fils à partir de la question du corps, à partir aussi de la pudeur. Parce qu'il doit, c'est le seul fils, il doit laver le père, il ne sait pas comment faire, il est guidé par un imam et à un moment, l'imam lui dit, touche, caresse l'épaule de ton père. Il la caresse de manière mécanique, il lui dit, caresse-la à nouveau. Et là, il ressent quelque chose. Et Amine lui dit, mais c'est pas dans le rituel. Il dit, oui, c'est pas dans le rituel, mais ça vous aura fait certainement du bien à vous et à votre père. Et donc, ce rapport de se dire, quand est-ce que la dernière fois on a pris son père dans ses bras, quand est-ce qu'on l'a touché, la question du corps, la question du toucher. Et il découvre, je dirais, ce corps nu et ce père qui devient définitivement silencieux. Et c'est à partir de ce silence qui va devenir une absence que Amine va trouver des cassettes audio où son propre père raconte à son père resté en France 50 ans d'immigration. Et le voici qui part sur les routes de France, sur ce voyage hexagonal, pour à la fois découvrir là où son père a travaillé, mais aussi les amis de son père qui ont aussi un récit, une part manquante, je dirais, de ce père-là. Et il découvre au fur et à mesure une autre image de ce père. Donc c'est à la recherche de ce père inconnu. En tout cas, ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est la dialectique entre la question de l'enfance, la question lorsqu'on devient un adulte et un père. C'est-à-dire comment ces trois dimensions coexistent chez l'être et comment je dirais, la figure du père se construit pour moi dans la manière dont on construit des souvenirs avec les enfants. Et beaucoup de pères n'ont pas eu l'occasion, à cause du travail, à cause des différents, je dirais, sacrifices qu'ils ont dû faire, n'ont pas construit des souvenirs. Et donc on voit simplement le père travailleur, le père, je dirais, à la retraite. Et entre les deux, il y a une grande absence. Et c'est ce que j'essaye de dire, c'est comment penser cette dialectique qui est complexe, qui est même parfois assez ambiguë, sur ce lien entre, je dirais, les fils qui font le père. Ce sont d'abord les fils qui font le père, comme les enfants font la mère. Parce que la mère, lorsqu'elle s'en occupe, elle construit automatiquement, je dirais, des souvenirs. Beaucoup sont, je dirais, les hommes sont beaucoup des géniteurs. Maintenant, il y a une autre phase pour devenir père, et ça, c'est un autre travail. Je pense que la place de l'art en général, la fiction, la littérature, ce que j'appelle une rhétorique au service du sens, une rhétorique du sensible, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Si on regarde par exemple le film Indigène avec Jamel Debbouze ou Les Tirailleurs avec Omar Sy, la manière dont il raconte un pan entier d'une histoire méconnue permet aux gens à un moment de se rendre compte et de devenir reconnaissant. D'ailleurs, ça a eu des traductions d'un point de vue politique. Et donc, je pense qu'il y a un lien très fort entre l'intime, je dirais, de la littérature et le politique. C'est-à-dire que la littérature, l'art, le cinéma ont cette capacité d'ouvrir un espace à l'imagination. Et en ouvrant cet espace à l'imagination, il y a un espace pour l'action. Autrement dit, on passe, et ça c'est le philosophe Paul Ricoeur qui le dit, on passe du texte à l'action en passant par l'imagination. C'est-à-dire que la littérature a cette capacité de reconfigurer le réel. Et je dirais que le chemin le plus court vers le réel est la fiction. Ce qui est assez paradoxal parce que la fiction, c'est en prenant ces distances les plus grandes avec le réel qu'on peut transformer le réel.